François. Oui, ma question c'est pour Jean-Baptiste, parce que j'ai été interpellé par ce que tu as dit sur la large diffusion de la traduction des damnés de la terre de Fanon en 65 au Mexique. Et j'aimerais en savoir un petit peu plus sur la réception de ce livre effectivement important. Pourquoi? Parce que c'est pas sans rapport avec la discussion qu'on avait juste avant. Parce qu'en fait, les damnés de la terre que Maspero publie donc en novembre 61, juste un mois, enfin quelques semaines, même quelques jours d'ailleurs avant la mort de Fanon aux États-Unis. En fait, quand Fanon l'a écrit dans l'urgence des derniers mois de sa vie en 61 en Tunisie, c'était aussi, en fait, ce livre-là, quand on le relit aujourd'hui, il a été, d'abord on comprend, il a été mal compris dans sa réception française à cause de la préface de Sartre qui célébrait la violence quand un colonialiste est mort, ben c'est bien, etc., etc. Enfin, un truc comme si c'était un bouquin qui célébrait l'hyper-violence armée des colonisés, alors qu'en fait, non, c'était un bouquin qui était d'abord centré, comme l'œuvre antérieure de Fanon, sur les effets de la domination coloniale sur les populations et la légitimité de leur révolte, mais bien sûr, mais c'était aussi, en fait, une mise en garde très très grande contre les risques, et tout le bouquin est traversé par ça, contre les risques de détournement de la révolution après la victoire, après l'indépendance. Il avait bien vu au cœur du FLN à Tunis que ce risque-là était réel, puisqu'il n'avait pas été sans savoir, par exemple, qu'un des principaux dirigeants de la révolution, Aban Ramdan, avait été assassiné par ses pairs en décembre 57, et que les conflits intérieurs au sein de la direction de la lutte de libération nationale étaient extrêmement violents. Donc c'était un bouquin de mise en garde contre les risques justement de captage, de confiscation en quelque sorte, de la révolte légitime des colonisés. Et je voudrais savoir, moi ça m'intéresserait, mais je ne sais pas s'il y a des références là-dessus, pour savoir si cet aspect-là, comme tu dis, il a eu une influence aussi importante pour certains que Guevara à l'époque. Là, j'avoue que je ne savais pas ça, j'étais très surpris et je trouve ça intéressant. Si tu peux nous en dire plus sur cette réception et notamment sur la dimension que j'évoquais de mise en garde contre le risque de confiscation. Je voulais savoir ce que le professeur pensait sur le fait que... Allô? Oui. Sur le fait que on connaît si peu, que les informations sur le Mexique, qui est une... Enfin, dans la situation, on connaît à cause du problème des drogues, des milices et de l'intervention voilée économique américaine et non voilée aussi. Et comment ça se fait qu'on sache aussi peu et qu'on ne soit pas mobilisé pour ce pays qui, s'il changeait de voie, s'il retrouvait un gouvernement qui pourrait faire le ménage, ça serait vraiment un coup de tonnerre, une bombe véritablement dans tout le continent, à mon avis. À mon avis. C'est une question sur le Mexique qui est intéressante parce que moi je suis effectivement très difficile de comprendre que ce pays qui a été le premier pays enfin, de cette immense révolution de 1910 et qui est dans une situation quand même aujourd'hui avec, enfin j'y étais il n'y a pas très longtemps, puissance du narcotrafic, etc., une infiltration des narcotrafiquants dans l'appareil d'État, ça pose effectivement beaucoup de questions. Peut-être Cornello pourra donner quelques indications. Bon, donc, deux brèves interventions et puis on va pouvoir clore la séance. Jean-Baptiste, oui. Pardon. Sur Fanon, et pour commencer par de façon très, très personnelle. Moi, j'ai connu Fanon grâce à Getino Solanas, grâce au film L'heure des brasiers, La hora de los hornos. Dans la mesure où, alors, c'est une lacune de ma culture politique lorsque j'étais plus jeune, très certainement, ou en formation, mais et surtout une chape de plomb du système républicano-jacobino français sur tous ceux qui a pu, à un moment donné, battre en brèche son hégémonie, y compris sa puissance, en l'occurrence militaire. Et donc moi je voyais dans Solanas donc les citations de Frantz Fanon comme ça qui apparaissaient, je trouvais ça absolument génial. Et pour moi, Fanon, ça ne pouvait être qu'américain. Enfin, ça allait de pair avec les Panthères Noires, etc., etc. Donc quand je me suis rendu compte qu'il était martiniquais, c'était un peu les Panthères Noires aussi, mais donc, voilà. Et
l'influence de Fanon et plus largement de la question algérienne dans le cône sud, en Amérique latine, dans le cône sud notamment, est très importante. La diffusion à partir des éditions ELA, qui après sont reproduites à compte d'auteur et dans différentes maisons d'édition après 65, est très importante aussi. J'ai pas l'exemple sous la main, mais il y a un très beau numéro de la revue Nuevos Aires, qui était une revue culturelle en 71, où on voit, alors c'est une revue qui est consacrée, donc c'est Sartre, Albert Memmi, Frantz Fanon et la question. Donc il y a absolument tout ce qu'un parfait militant doit connaître des questions, en tout cas algériennes, en tout cas la façon, et c'est intéressant de voir la façon dont les textes sont composés et présentés également, puisque sur ces éléments-là de mise en garde, ce qui est retenu en tout cas, c'est la légitimité de l'action violente et de l'action armée. Au sein de l'extrême gauche en général et chez les péronistes révolutionnaires, au point où David Ramos effectivement dit, à mon avis de façon plus par antimarxisme que par réelle adhésion, que Fanon, mais en l'occurrence voilà, que Fanon a joué pour lui un rôle plus important. Et on retrouve en revanche une très peu de présence justement de ces mises en garde de Fanon sur le risque qu'une bourgeoisie nationale indigène reproduise en dernière instance ou veuille être simplement le reflet de la bourgeoisie coloniale qu'elle va remplacer, qui là est davantage puisé dans les références plus classiques de Trotsky, etc., dans la mesure où il y a un gros malentendu, y compris jusqu'aujourd'hui sur Fanon en Argentine, où selon les orthodoxes qui sont mes amis et chez qui je me reconnais, mais Fanon est absolument assimilé à cette espèce de risque de populisme affreux qui, en dernière instance, dont il n'est évidemment pas responsable, mais qui est surtout dû à la lecture qu'on fait de Fanon, qui d'abord effectivement est cette lecture donc très radicale donc de la légitimité de l'action révolutionnaire armée, et après dans un second plan du fait que le sujet révolutionnaire, effectivement, il faut le chercher du côté des coupeurs de canne de Tucumán ou chez les bûcherons de Santiago del Estero, mais pas chez les ouvriers de l'automobile de Córdoba. Fondamentalement, c'est un peu ça l'incompréhension. Juste un mot sur les questions de Fanon. C'est pas une casualité que les hasards, pardon, et c'est pas un hasard que la première traduction à l'espagnol soit faite au Mexique. Il y a eu un travail éditorial très très fort à l'époque, produit d'abord de l'exil espagnol et la présence aussi des organisations mexicaines, et après avec l'exil latino-américain. Et il y a eu aussi un phénomène assez intéressant, comment pas toutes, mais une bonne partie des facultés de sciences sociales ont adopté les marxismes et les structuralismes comme l'axe des programmes d'études. Seulement pour donner un exemple, à la faculté d'économie où j'ai fait des études, il y avait 7 semestres pour étudier les capitales de Marx. Et l'un des premiers traducteurs du Capital, c'était travailler aussi avec les éditoriales mexicaines, Fondo de Culture, Wenceslao Roses. Et sinon, pour l'autre question, je ne sais pas quoi dire, ça c'est plutôt français de dire, mais ce que je pense, c'est qu'il y a une difficulté à manier l'information. On met l'accent toujours sur la tragédie, sur l'énorme quantité de morts qu'il y a au Mexique. On parlait tout à l'heure, on parle maintenant de presque 300 000 morts en 12 années. C'est énorme, c'est peut-être la plus grande tragédie de l'Amérique depuis les génocides, la colonisation et aussi anglaise et hollandaise, etc. Vous voyez, tous les peuples originaires qui ont été anéantis, ou presque, en Amérique. Et je pense que c'est difficile à transmettre le message, comment cette tragédie peut se mettre en rapport avec ce qui fait les gouvernements mexicains et les grandes entreprises. Ça, c'est l'un des thèmes qu'on travaille beaucoup. Parce que ce n'est pas une violence aveugle, ce n'est pas seulement les trafiquants qui s'entretuent, c'est aussi une politique d'État pour discipliner la population et pour faire marcher la machine. Parce que le Mexique, c'est un pays, je répète,
et je le fais tout le temps, le Mexique c'est un pays très très riche. Et donc même avec la migration aux États-Unis, le taux de problèmes avec les assassinats, les disparus, les déplacés, on voit que les entreprises au Mexique vont très bien. Si je parlais de Carlos Slim, comme lui, il y a au moins une dizaine de grands milliardaires chez nous, des gens qui font la minerie, des gens qui font la télévision, etc. Donc le pays, du point de vue capitaliste, il marche. Et donc ça c'est un peu la raison de la guerre. C'est pas seulement combattre les trafiquants ou la guerre entre trafiquants, mais aussi comment on utilise les forces armées pour discipliner la population. Je pense que quand on a des repères de ce type, on peut comprendre d'une façon plus organique ce qui passe au Mexique. Après, je pourrais dire, il y a aussi des efforts qui se font ici. Et il y a quelques jours, on faisait une discussion aussi publique. Il y avait les compagnes du collectif Ayotzinapa Paris qui relaient l'information du Mexique ici. Ça c'est important de se rapprocher, d'être... il y a un site, mais je pense à l'internet, au moins en Facebook, il y a des informations sur le Mexique. Et sinon, bon, les médias, il y a quand même quelques espaces encore de diffusion libre de l'information qui ne sont pas alliés avec les gouvernements mexicains. Donc je pense qu'il faut chercher. Et sinon, finalement, une chose depuis que j'étais étudiant ici, on parlait, c'est, je vais le dire comme ça, je suis désolé, la complicité du gouvernement français avec les différents gouvernements du Mexique. Nous, on a travaillé pas mal les soutiens, et, comment on dit ça, la formation dans la guerre contre-insurrectionnelle de la part des polices et de l'armée française, similaire à la police et les corps spéciaux de l'armée mexicaine. Il y a aussi des accords d'investissement et des accords commerciaux. Donc je pense que la presse, le gouvernement français a intérêt qu'on ne parle pas mal de leurs partenaires dans ce cas mexicain. Et voilà, merci. Merci. Merci beaucoup. Et écoutez, merci beaucoup à tous d'être venus. Et bon, c'était très passionnant et c'est un retour en arrière, mais un peu d'actualité également. Merci. Merci.